Un père franchit la porte d'entrée de sa maison et s'arrêta net, pétrifié par le choc, en voyant sa fille de 7 ans agenouillée dans une flaque d'eau sale. Sa robe était déchirée et trempée, ses petites mains saignaient à force de frotter le sol avec acharnement. Ce moment terrible brisa l'apparence élégante de leur maison luxueuse, révélant la vérité cruelle des paroles méchantes et d'un plan perfide visant à voler tout leur argent, orchestré par des personnes qui auraient dû aimer et protéger cette petite fille, transformant cette maison en prison pour une enfant innocente. Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le bruit d'un chiffon humide raclant brutalement le sol luisant résonnait dans l'immense maison de Maple Street. Le clapotis de l'eau savonneuse se mêlait à la respiration lourde d'une petite fille. Mary Anderson, âgée de 7 ans, était à genoux sur le carrelage froid de la cuisine. Sa robe jaune préférée, ornée de petites fleurs blanches, était maintenant sale et déchirée, trempée d'eau brunâtre et boueuse. Ses petites mains étaient rouges et enflées, avec des coupures sur le bout des doigts qui saignaient encore. Mais elle tenait fermement la brosse à récurer rugueuse. Debout au-dessus d'elle, comme un géant menaçant, se tenait Clara, les bras croisés de colère. Âgée de 30 ans, mince, avec de longs cheveux noirs tirés en arrière, elle portait un bracelet en or brillant qui avait appartenu à Rachel, la mère de Mary, décédée d'une maladie 8 mois plus tôt. Sa robe rouge éclatante lui allait parfaitement, scintillant dans la douce lumière de l'après-midi qui filtrait par les grandes fenêtres. Mais sa voix était froide comme la glace, tranchante comme du verre brisé. Frotte cette tache jusqu'à ce qu'elle brille. Et ne t'avise pas de rater la saleté près du réfrigérateur. Je ne le répéterai pas, petite fille inutile. Marie pouvait à peine respirer, son petit corps tremblait de fatigue. D'une voix minuscule, elle murmura « S'il vous plaît, puis-je me reposer juste une minute ? Mes mains me brûlent tellement. Je ne peux plus tenir la brosse. » Clara se pencha, ramassa le lourd seau rempli d'eau sale et le vida sur le sol, juste là où Marie était agenouillée. L'eau glacée éclaboussa les jambes et la robe de Marie, la faisant sursauter. « Si tes mains te brûlent, c'est que tu es paresseuse. Et si tu dis un seul mot de tout cela à ton père, je te jetterai dans la rue. » Marie se mordit la lèvre pour ne pas crier. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. L'idée d'être abandonnée dans la rue, sans nulle part où aller, lui transperça le cœur comme un couteau. Elle baissa la tête et recommença à frotter le sol mouillé avec la lourde brosse. Soudain, la grande porte d'entrée s'ouvrit bruyamment. Le bruit de chaussures en cuir coûteuse cliquetant sur le sol de marbre résonna dans la maison. James Anderson, le propriétaire du manoir et père de Marie, rentra chez lui bien plus tôt que d'habitude. Il portait encore son costume bleu foncé et tenait sa mallette en cuir. C'était un homme riche dont le visage apparaissait sur les couvertures de magazines et dans les journaux économiques. Mais depuis la mort de sa femme Rachel, tout son argent lui semblait inutile. Ce que James vit lui coupa le souffle. Sa petite fille était agenouillée au milieu d'une mare d'eau brunâtre, sa jolie robe ruinée et boueuse, tandis que Clara se tenait à côté, ses talons rouges brillants reflétant la lumière. James lâcha sa mallette et avança rapidement, sa voix grave pleine de choc. « Que se passe-t-il ici ?» Clara se retourna vivement, son visage s'illuminant soudain d'un sourire faussement doux. En quelques secondes, sa voix devint douce et gentille, comme si la scène horrible était parfaitement normale. « Oh, chérie, tu es rentrée tôt. » La petite a renversé de l'eau en essayant de m'aider à nettoyer. Je lui apprenais juste à réparer ses bêtises. Tu sais comme il est important pour les enfants d'apprendre de bonnes habitudes quand ils sont jeunes. James fixa Clara durement, puis baissa les yeux vers Marie. La petite fille leva son visage vers lui, ses yeux écarquillés de peur, sa bouche tremblante mais silencieuse. Dans ses yeux bruns effrayés, James vit la terreur de sa fille. Et pendant un instant, il vit le visage de Rachel si clairement, si réel, que sa poitrine sembla se briser en morceaux. Il s'approcha et se pencha pour prendre Marie dans ses bras. Mais quand ses doigts touchèrent son petite épaule mouillée, il ne put faire un pas de plus. Un souvenir puissant le submergea comme une vague géante. L'image de sa bien-aimée Rachel assise à leur piano blanc, ses beaux cheveux longs brillant au soleil, son rire musical et chaleureux alors qu'elle apprenait à Marie sa première chanson. Il se souvenait de Rachel allongée dans son lit d'hôpital vers la fin, sa main fine et faible serrant la sienne, murmurant d'une voix si douce qu'il devait se pencher pour l'entendre. « Promets-moi, quoi qu'il arrive,
de ne jamais laisser notre petite fille seule. Mais James avait complètement brisé cette promesse. La mort de Rachel l'avait plongé dans un gouffre si profond qu'il ne pouvait en sortir. Dans les mois qui suivirent sa disparition, il s'était enfermé dans son bureau, dans de longues réunions d'affaires, dans des contrats valant des millions de dollars, essayant de fuir la douleur terrible de son absence. Quand il regardait Marie, tout ce qu'il voyait était la douleur de perdre Rachel, jamais la joie et l'amour qu'elle pouvait lui apporter. C'est pourquoi il avait laissé la distance entre eux grandir de jour en jour. Et maintenant, face à cette scène horrible, il n'arrivait toujours pas à trouver le courage en lui pour réparer ce qui était brisé. James recula d'un pas, s'appuyant contre le comptoir de la cuisine derrière lui. Sa voix devint calme et fatiguée. « Marie, lève-toi maintenant et laisse-moi te voir. » Clara s'approcha comme un serpent, posant sa main sur le bras de James et souriant comme un ange. « Chérie, tu vois bien qu'elle a besoin de leçons fermes pour devenir forte et responsable. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour notre petite fille. » James ne dit rien, mais son cœur semblait serré par un poing géant. Ses yeux tombèrent sur la robe jaune déchirée de Marie, celle qu'il lui avait achetée pour son 6e anniversaire, 2 mois avant que Rachel ne tombe gravement malade. Maintenant, elle était tachée, décolorée, ayant perdu toutes ses couleurs vives et joyeuses. Il laissa échapper un long soupir et commença à marcher vers la porte de la cuisine. Mais quelque chose attira son attention. La brosse que Marie avait laissée tomber. Des taches rouges foncées étaient répandues sur les poils rugueux. Il regarda les petites mains de sa fille. Ses doigts étaient enflés, écorchés, et saignaient encore. James serra les poings. Tout son corps commença à trembler de colère et de honte. Mais ses mains se relâchèrent, et il fit un autre pas en arrière. Le lourd nuage sombre de tristesse et de solitude qui le suivait partout depuis 8 longs mois l'entraînait comme s'il s'enfonçait dans des sables mouvants. Au fond de sa poitrine, une tempête terrible se préparait, prête à exploser. Mais au lieu d'exploser, James se sentit plus fatigué que jamais. Il revint vers Marie, s'agenouilla et ramassa doucement la brosse ensanglantée dans la flaque sur le sol. Les taches rouges avaient complètement imbibé la brosse, collant à sa paume comme si elle l'accusait d'être un mauvais père. Il laissa tomber la brosse dans le seau, puis prit délicatement la main blessée de Marie et la conduisit à l'évier de la cuisine, où il fit couler de l'eau chaude et propre. La petite fille émit un petit gémissement lorsque l'eau toucha ses coupures, mais elle ne cria pas. Elle murmura si bas qu'il l'entendit à peine. « Ça ne fait pas trop mal, papa. » Ces mots courageux brisèrent davantage le cœur de James. Il trouva des pansements dans un tiroir et les enroula autour de ses petits doigts avec la plus grande douceur possible. Il voulait lui poser 100 questions sur ce qui lui était arrivé. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, comme s'ils étaient trop gros pour sortir. Finalement, il parvint à dire d'une voix tremblante. « Va dans ta chambre maintenant et repose-toi, ma chérie. Je viendrai te voir plus tard ce soir. Je te le promets. » Marie hocha lentement la tête et marcha vers la porte de la cuisine, sa robe mouillée goûtant sur le sol propre à chaque pas. Elle semblait si petite et seule en traversant ce long couloir sombre. Clara s'approcha et posa sa main sur l'épaule de James, sa voix douce comme du miel. « Oh, chérie, tu as l'air épuisée à force de travailler si dur toute la journée. Pourquoi ne vas-tu pas te reposer et me laisser m'occuper du reste ici ?» James repoussa sa main sans dire un mot. Quelque chose remuait en lui. Pas encore de la colère, mais quelque chose qui pourrait bientôt le devenir. Le bruit discret des chaussures coûteuses de James résonna dans le long couloir en bois alors qu'il montait lentement les escaliers. Il s'arrêta devant une porte verrouillée depuis le jour de la mort de Rachel. La clé était toujours cachée dans le tiroir de son bureau, couverte de poussière après tant de mois sans être touchée. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir à James, malgré tous ses efforts. Son esprit ne cessait de revoir les mains ensanglantées de Marie et ses yeux effrayés. Finalement, il se leva, alla dans son bureau et trouva la clé poussiéreuse dans le tiroir du bas. Il remonta à l'étage vers la porte interdite, et l'ancienne serrure s'ouvrit avec un léger clic. La chambre de Rachel l'accueillit avec un doux grincement des gonds de la porte. L'air vicié lui monta immédiatement au nez, portant encore une légère trace du parfum sucré qu'elle aimait porter. James garda la plupart des lumières éteintes. Il alluma seulement une petite lampe dans le coin, qui diffusait assez de lumière dorée pour voir son écharpe en soie bleue préférée toujours drapée sur la chaise en bois et le cadre photo en argent posé sur sa coiffeuse, couvert d'une fine couche de poussière. Il ramassa le cadre avec précaution,
et la vieille poussière colla à ses doigts. À l'intérieur du verre se trouvait leur photo de mariage. Rachel dans sa belle robe blanche. Tous deux souriants comme s'ils venaient de découvrir le plus merveilleux des secrets. James ouvrit le petit tiroir de sa table de nuit, cherchant rien en particulier. Une fine enveloppe blanche glissa et atterrit doucement à ses pieds, comme une plume. Écrit de la main parfaite de Rachel, on pouvait lire « Pour mon James, lis ceci quand tu auras le plus besoin de moi ». Il s'assit sur le bord de leur ancien lit, celui où il lisait des histoires à Marie quand elle était petite. Avec des mains tremblantes, il ouvrit soigneusement l'enveloppe. Le papier vibrait alors qu'il respirait. Les lettres arrondies de Rachel semblaient être sa douce voix l'appelant de loin. « Mon très cher James, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te serrer dans mes bras quand tu es triste ou pour protéger notre précieuse Marie. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose de très important pour moi. S'il te plaît, protège notre petite fille des gens qui pourraient vouloir lui faire du mal. Ne fais pas confiance à tout le monde qui te sourit. Regarde profondément dans les yeux de Marie, et tu verras la vérité de ce qui se passe vraiment dans son monde. Elle a besoin que son papa soit fort et courageux. Je vous aime tous les deux plus que toutes les étoiles du ciel. Pour toujours à toi, Rachel. » James lut chaque mot lentement, comme s'il touchait une blessure profonde qui n'avait jamais cessé de faire mal. Les souvenirs ne défilaient pas dans son esprit comme un film fluide, mais arrivaient par éclats brillants qui le faisaient fermer les yeux. Il se souvenait des longues années à espérer et prier pour un bébé. Les innombrables visites chez les médecins qui semblaient toujours apporter des nouvelles décevantes. Chaque test négatif faisait pleurer Rachel un peu plus fort. James aimait sa femme si profondément qu'il aurait volontiers pris toute sa douleur dans son propre corps s'il avait pu. Mais tout ce qu'il pouvait faire était de s'asseoir à côté d'elle, lui tenir la main fermement et attendre de meilleures nouvelles qui semblaient ne jamais arriver. Puis leur miracle arriva. Rachel allait enfin avoir un bébé. Mais c'était dangereux, comme marcher sur une glace fine qui pouvait se briser à tout moment. Il devait être très prudent à tout. Ce qu'elle mangeait, comment elle dormait, même comment elle marchait. Marie naquit trop tôt et trop petite, si minuscule qu'elle dut rester dans une boîte transparente spéciale à l'hôpital pendant que Rachel se remettait d'un accouchement difficile. James passa des heures à regarder à travers ces parois transparentes, apprenant à préparer des biberons de lait si petits qu'ils semblaient être des jouets, apprenant à parler en chuchotant à une vie si fragile qu'elle semblait pouvoir disparaître s'il parlait trop fort. Ils traversèrent ces premiers mois effrayants ensemble, prudents, pleins d'espoir et d'amour, pensant que leurs ennuis étaient enfin derrière eux. Mais quand Marie eut 6 ans, une terrible maladie trouva Rachel. Le cancer arriva discrètement au début, puis devint plus fort et plus méchant chaque jour. L'hôpital devint leur deuxième maison. Médecins, médicaments, traitements douloureux à répétition jusqu'à ce que Rachel ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Mais elle continuait à sourire de son beau sourire et à chanter des berceuses à Marie, même lorsque sa voix devenait faible et rauque. James plia soigneusement la lettre et la tint contre sa poitrine, juste sur son cœur. Les mots de Rachel résonnaient dans son esprit comme des cloches d'église. « Regarde profondément dans les yeux de Marie, et tu verras la vérité de ce qui se passe vraiment. » Ce soir-là, lorsqu'il avait regardé dans les yeux effrayés de sa fille, il avait vu quelque chose qui lui avait noué l'estomac. Il avait vu la peur et la douleur, mais aussi quelque chose de pire. Le regard d'une enfant qui avait abandonné l'espoir que quelqu'un viendrait la sauver. À ce moment-là, un léger coup à la porte de la chambre le fit lever les yeux. « Entre » appela-t-il doucement. La porte s'ouvrit lentement, et Marie passa sa petite tête à l'intérieur. Elle portait son pyjama rose préféré avec des petits lapins blancs imprimés partout. Mais il semblait trop grand sur son petit corps, comme si elle rapetissait au lieu de grandir. Sa main bandée était pressée contre sa poitrine. « Papa » murmura-t-elle d'une voix minuscule. Je n'arrivais pas à m'endormir. Ma main me fait encore un peu mal. En la regardant debout là, si courageuse et si petite, James sentit son cœur se briser complètement en deux. C'était le moment. C'était là que tout devait changer. James sentit son cœur se briser complètement en deux, regardant sa petite fille si courageuse et si petite. Il s'agenouilla et ouvrit grand les bras. « Viens ici, ma chérie. » Marie courut vers lui et enfouit son visage dans son épaule. Il pouvait sentir son petit corps trembler comme une feuille dans le vent. James l'enveloppa de ses bras et la serra aussi fort qu'il le pouvait, comme il aurait dû le faire chaque jour depuis ces 8 derniers mois. « Je suis tellement désolé,
Marie, murmura-t-il dans ses cheveux doux. Je suis désolé de ne pas avoir pris soin de toi comme maman me l'avait demandé. Marie se recula et le regarda avec ses grands yeux bruns qui ressemblaient exactement à ceux de Rachel. Ce n'est pas grave, papa. Je sais que tu es triste à cause de maman, aussi. Je pense à elle tous les jours. La simple gentillesse dans sa voix donna à James envie de pleurer comme un bébé. Voici cette petite fille qui avait été blessée, effrayée et seule, et elle essayait de le réconforter. Il toucha doucement son petit visage. Marie, j'ai besoin que tu me dises quelque chose de très important, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Est-ce que Clara a été méchante avec toi avant aujourd'hui? Les yeux de Marie s'écarquillèrent de peur. Elle regarda vers la porte de la chambre, puis de nouveau vers son père. Sa voix devint si basse qu'il pouvait à peine l'entendre. Elle m'a dit de ne jamais rien te dire. Elle a dit que si je le faisais, elle m'enverrait vivre dans la rue comme une sans-abri. James sentit la colère brûler dans sa poitrine comme un feu ardent. Mais il garda sa voix douce et calme. Tu n'as plus à avoir peur, ma brave fille. Je te promets que je te protégerai toujours à partir de maintenant. Peux-tu me dire ce que Clara te fait quand je ne suis pas à la maison? La lèvre inférieure de Marie se mit à trembler comme si elle allait pleurer. Elle me fait nettoyer toute la grande maison tous les jours après que tu pars au travail. Elle dit que je suis paresseuse et sans valeur, comme maman l'était, et que c'est pourquoi maman est tombée malade et est morte. Elle me fait frotter tous les sols jusqu'à ce que mes mains saignent. Et quand je commence à pleurer, elle verse de l'eau froide et sale sur moi. Chaque mot de Marie était comme un couteau tranchant qui poignardait James en plein cœur. Quoi d'autre fait-elle, ma chérie? Tu peux tout me dire maintenant. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Parfois, elle ne me donne pas de déjeuner du tout. Elle dit que les enfants gros sont laids et dégoûtants. Et la voix de Marie devint encore plus faible. Elle a cassé ma boîte à musique, la jolie avec la princesse qui danse que maman m'avait donnée pour mon anniversaire. Elle l'a jetée par terre et l'a piétinée avec ses chaussures à talons hauts. Elle a dit que les gens morts n'ont plus besoin de donner des cadeaux. James ferma les yeux et prit une profonde inspiration pour se retenir de devenir trop en colère devant Marie. Quand il ouvrit les yeux, il vit sa fille le regarder avec un air inquiet. « Es-tu fâché contre moi, papa ?» demanda-t-elle d'une voix minuscule. « Non, ma précieuse fille. Je ne suis pas du tout fâchée contre toi. Je suis fâchée contre Clara pour avoir été si cruelle avec toi. Et je suis fâchée contre moi-même pour ne pas avoir prêté attention à ce qui t'arrivait. » James prit Marie dans ses bras robustes et la porta jusqu'à la grande chaise moelleuse près de la fenêtre. Il s'assit avec elle sur ses genoux, comme Rachel le faisait quand Marie était plus petite et avait besoin de réconfort. « Marie, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ce que Clara t'a fait est mal. Très, très mal. Un adulte ne devrait jamais faire de mal à un enfant ou être méchant avec lui. Et tu n'es ni paresseuse ni sans valeur. Tu es la petite fille la plus précieuse et merveilleuse du monde entier. » Marie se blottit contre la poitrine chaude de son papa. « Vraiment? Vraiment et sincèrement. Tu es intelligente, gentille et belle, tout comme ta maman l'était. Et je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. » Pour la première fois depuis des mois, Marie sourit d'un vrai sourire. « Je t'aime aussi, papa. » Ils restèrent ensemble dans la pièce silencieuse, se serrant fort l'un contre l'autre. James pouvait sentir quelque chose changer dans son cœur, comme une lourde porte verrouillée qui s'ouvrait enfin à nouveau. « Marie, j'ai une idée, » dit James doucement. « Et si tu dormais ici ce soir, dans la chambre de maman, avec moi? On pourrait regarder les lumières de la ville ensemble et parler de tous les souvenirs heureux que nous avons d'elle. » Les yeux de Marie s'illuminèrent comme de petites bougies. « Vraiment? Clara ne se fâchera pas? Clara n'a plus le droit de se fâcher pour quoi que ce soit. C'est notre maison, et tu es ma fille. À partir de maintenant, les choses vont être très différentes ici. » Il pointa du doigt par la fenêtre les lumières scintillantes de la ville en contrebas. « Tu vois toutes ces lumières, ma chérie? Chacune est comme une petite étoile, et chaque étoile a une histoire. Veux-tu que je te raconte une histoire sur maman? » Marie hocha la tête avec enthousiasme. Il était une fois une belle dame qui jouait du piano comme par magie. Quand elle jouait de la musique, tous ceux qui l'entendaient se sentaient heureux et paisibles à l'intérieur. Elle avait le rire le plus merveilleux, qui sonnait comme des clochettes d'argent. Un jour,
elle rencontra un homme qui tomba amoureux d'elle dès la première fois qu'il entendit son rire. Alors que James racontait l'histoire de sa rencontre avec Rachel et de leur amour, les paupières de Marie devinrent lourdes. Bientôt, elle dormait paisiblement à côté de lui, sa petite main tenant son t-shirt comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Mais James ne pouvait pas dormir. Son esprit était en ébullition avec des plans. Demain, tout allait changer. Il appellerait son avocat, Gabriel Reynolds, dès le matin. Il appellerait aussi le détective Henry Dalton, qui l'avait aidé avec des problèmes professionnels auparavant. Clara avait fait du mal à sa fille pour la dernière fois. Au fil de la nuit, James dressa une liste mentale de tout ce qu'il devait faire. D'abord, il s'assurerait que Marie soit en sécurité et protégée. Il engagerait une gentille nounou pour rester avec elle pendant la journée. Ensuite, il découvrirait exactement ce que Clara avait fait et obtiendrait des preuves de son comportement cruel. Troisièmement, il ferait partir Clara de leur maison pour toujours. Mais le plus important de tout, il ne laisserait plus jamais Marie seule. Il avait fait une promesse à Rachel, et cette fois, il la tiendrait. Juste avant l'aube, James entendit des pas dans le couloir à l'extérieur. Les talons hauts de Clara cliquetaient sur le plancher en bois. Elle se demandait probablement où lui et Marie étaient. Qu'elle se pose des questions, pensa James. Qu'elle s'inquiète pour une fois. Le soleil commençait à se lever sur la ville, peignant le ciel de couleurs rose et orange douce. Ce serait un nouveau jour, le premier jour de leur nouvelle vie ensemble. James embrassa doucement le front de Marie et murmura « Je suis là maintenant, ma petite fille courageuse. Papa est là, et je ne te laisserai plus jamais seule. » Mais James ignorait qu'en bas, Clara passait un coup de téléphone à quelqu'un qui rendrait leur situation bien plus dangereuse qu'il ne pouvait l'imaginer. Clara faisait les 100 pas dans la cuisine, ses talons rouges cliquetaient furieusement sur le sol propre. Elle tenait son téléphone serré contre son oreille, attendant que quelqu'un réponde. « Décroche, décroche », murmura-t-elle entre ses dents. Enfin, une voix masculine douce répondit « Bonjour, Clara. Il est très tard pour appeler. »« Chris, j'ai besoin de ton aide tout de suite, » dit Clara d'une voix précipitée et inquiète. « Quelque chose s'est mal passé aujourd'hui. James est rentré tôt et m'a vu discipliner la fille. Il agit bizarrement, pose trop de questions. » Chris Anderson, le jeune frère de James, était assis dans son appartement chic de l'autre côté de la ville. Âgé de 35 ans, beau avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et un sourire qui trompait la plupart des gens en leur faisant croire qu'il était gentil et digne de confiance. Mais Chris avait des secrets sombres et voulait quelque chose très fort, le contrôle de l'entreprise de son frère aîné et tout son argent. « Calme-toi, Clara, » dit Chris de sa voix mielleuse. « Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. » Clara regarda vers les escaliers pour s'assurer que James ne descendait pas. La petite peste nettoyait le sol de la cuisine comme toujours. Mais James est entré avant que je puisse finir de lui faire nettoyer le désordre. Il a vu ses mains saigner et il est devenu méfiant. Puis ce soir, ils ont tous les deux disparu à l'étage ensemble. Je pense qu'elle pourrait lui dire des choses. Chris resta silencieux un moment, réfléchissant soigneusement. Cela pourrait en fait jouer en notre faveur, ma chère. Si James pense que tu es trop dur avec Marie, nous pouvons utiliser cela. Demain, je viendrai avec un cadeau pour la fille. Je serai l'oncle gentil qui veut t'aider à s'occuper d'elle pendant que ce pauvre James est si occupé par le travail. Que veux-tu dire ? Demanda Clara, bien qu'elle commençât à comprendre le plan sournois de Chris. Réfléchis. James se sent coupable de ne pas être un bon père. Si je me présente en jouant l'homme de famille parfait qui veut partager le fardeau d'élever Marie, il pourrait être reconnaissant. Et les gens reconnaissants signent des papiers sans les lire trop attentivement. Clara esquissa un sourire machiavélique. Les documents professionnels que tu as préparés. Exactement. Des documents qui me donneront le contrôle des opérations de l'entreprise pendant que James prend du temps pour guérir et se concentrer sur sa fille. Bien sûr, une fois que j'aurai le contrôle légal, James aura beaucoup de mal à le récupérer. Et la fille ? Elle pose trop de questions et cause trop de problèmes. La voix de Chris devint froide et méchante. Ne t'inquiète pas pour Marie. Une fois que j'aurai le contrôle de l'argent, nous pourrons l'envoyer dans un pensionnat loin d'ici. James n'aura pas les moyens de nous combattre en justice, et l'enfant sera hors de notre chemin pour de bon. Clara se sentit excitée par ce plan diabolique. Quand viendras-tu ?
Demain après-midi. Assure-toi de ressembler à la belle-mère parfaite. Gentille, attentionnée, peut-être un peu dépassée par la tâche de s'occuper d'une enfant difficile. Et Clara? Oui. Si la fille a déjà dit trop de choses à James, nous devrons peut-être agir plus vite que prévu. Sois prête à tout. Clara raccrocha le téléphone et leva les yeux vers le plafond, où elle pouvait entendre des voix étouffées venant de l'ancienne chambre de Rachel. Ses mains se serrèrent en poing. Cette petite gâtée et son père faible pensaient pouvoir ruiner ses plans, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, un soleil éclatant traversait les fenêtres de la chambre de Rachel. Marie se réveilla lentement, se sentant plus en sécurité et reposée qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis elle se rappela qu'elle avait dormi à côté de son papa toute la nuit et qu'il avait promis de la protéger. James était déjà réveillé, observant le visage paisible de sa fille. « Bonjour, mon rayon de soleil », dit-il doucement. Marie sourit et s'étira les bras. « Bonjour, papa. J'ai fait de beaux rêves sur maman cette nuit. » « De quoi as-tu rêvé ? » ?»« J'ai rêvé qu'elle jouait du piano et chantait ma berceuse préférée. Elle semblait heureuse et plus malade. » Les yeux de James devinrent humides, mais c'étaient de bonnes larmes. « Je pense que maman est heureuse, ma chérie. Et je pense qu'elle est fière de voir à quel point tu as été courageuse. » Ils descendirent ensemble pour le petit déjeuner, James tenant la main non blessée de Marie. Dans la cuisine, Clara était déjà là, préparant du café et des toasts. Quand elle les vit, elle afficha son plus grand sourire faux. « Eh bien, bonjour vous deux. James, tu as l'air beaucoup mieux aujourd'hui. Et Marie, ma chérie, comment vont tes pauvres petites mains ?» Marie se rapprocha de son père et ne répondit pas. Elle pouvait sentir que la voix de Clara était différente, plus douce, plus fausse que d'habitude. « Elles guérissent, » dit James simplement, sa voix froide et distante. Clara versa une tasse de café à James et la posa devant lui. « J'ai réfléchi, chérie, peut-être que j'ai été trop stricte avec Marie hier. Parfois, je veux tellement qu'elle apprenne de bonnes habitudes que j'oublie qu'elle n'est encore qu'une petite fille. » James observa Clara attentivement. Quelque chose clochait dans sa façon d'agir, mais il n'arrivait pas encore à mettre le doigt dessus. « J'ai aussi pensé, » continua Clara. « Peut-être qu'il serait bien pour Marie d'avoir des activités plus amusantes. Tu sais, des choses que les enfants de son âge apprécient normalement. » Marie leva les yeux vers son père, surprise. Clara n'avait jamais parlé d'activités amusantes auparavant. À ce moment-là, la sonnette retentit. Le visage de Clara s'illumina, comme si elle attendait quelqu'un. « Oh, ça doit être Chris. Je l'ai appelé hier soir et lui est demandé de venir nous rendre visite. J'ai pensé que ce serait bien pour Marie de passer du temps avec son oncle. » James sentit son estomac se nouer. Il n'avait pas vu son frère cadet Chris depuis plusieurs mois, et leur dernière conversation ne s'était pas bien terminée. Chris posait trop de questions sur l'entreprise et suggérait des changements que James n'appréciait pas. « Tu as appelé Chris sans me le demander ?» dit James, sa voix se durcissant légèrement. « Je pensais juste qu'avec tout ce qui s'est passé, un peu de soutien familial pourrait nous faire du bien. » Avant que James ne puisse répondre, Clara se précipita pour ouvrir la porte d'entrée. Chris Anderson entra, portant une boîte cadeau brillante avec un gros nœud rouge sur le dessus. Il était vêtu d'un costume gris coûteux et arborait son sourire à $1 million. « Frère, » dit Chris bruyamment, ouvrant grand les bras. « C'est si bon de te voir, et voici ma belle petite nièce. » Marie se cacha rapidement derrière les jambes de James, jetant un coup d'œil à cet oncle dont elle se souvenait à peine. Quelque chose dans le sourire trop éclatant de Chris la rendait nerveuse. Chris se pencha et tendit la boîte cadeau à Marie. « Je t'ai apporté quelque chose de spécial, ma chérie. Veux-tu voir ce que c'est ?» Marie regarda son père, puis Chris. Lentement, elle tendit la main et prit la boîte. À l'intérieur se trouvait une belle poupée aux longs cheveux blonds et à la robe rose. « Tu l'aimes ?» demanda Chris. « Elle s'appelle Princesse Emma, et elle attendait de rencontrer une petite fille spéciale comme toi. » Marie tint la poupée avec précaution, mais elle ne sourit pas. « Merci, » dit-elle doucement. Chris se redressa et posa sa main sur l'épaule de James. « Tu as l'air fatigué, grand frère. Clara m'a dit que tu travaillais trop et que tu t'inquiétais pour tout. » James s'écarta de la main de Chris. « Je vais bien, Chris.
Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt? Un homme ne peut-il pas rendre visite à sa famille sans raison particulière? Chris rit, mais ses yeux ne riaient pas. Ils observaient James très attentivement, comme un chat surveillant une souris. Clara intervint rapidement. J'ai pensé que Chris pourrait nous aider à équilibrer tout, ton travail, t'occuper de Marie, toutes les responsabilités. Parfois, un autre point de vue d'adulte peut t'aider. Chris hocha la tête sérieusement. Exactement. James, tu portes tellement de poids sur tes épaules depuis la mort de Rachel. Peut-être est-il temps que ta famille t'aide à partager ce fardeau. James sentit des signaux d'alarme retentir dans sa tête. Pourquoi Clara et Chris utilisaient-ils les mêmes mots, partager le fardeau? Et pourquoi Chris regardait-il autour de la maison comme s'il la mesurait pour quelque chose? Marie se tenait toujours près de James, tenant sa nouvelle poupée, mais observant Chris avec des yeux inquiets. Elle murmura à son père, « Papa, pouvons-nous remonter à l'étage ?» Mais avant que James ne puisse répondre, Chris avait déjà recommencé à parler de toutes les façons dont il voulait aider avec les problèmes familiaux. « Tu sais, James, j'ai beaucoup réfléchi à ta situation, » dit Chris, marchant dans le salon comme s'il était chez lui. Diriger une grande entreprise, élever une petite fille tout seul, gérer le deuil, c'est trop pour une seule personne. James observa son frère attentivement. « Je peux gérer mes propres responsabilités, Chris. »« Bien sûr que tu peux. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Le sourire de Chris s'élargit, devenant encore plus faux. « Mais même les plus forts ont parfois besoin de soutien. C'est à ça que sert la famille. » Clara hocha la tête avec empressement. « C'est exactement ce que je lui ai dit quand je l'ai appelé hier soir. Nous sommes tous inquiets pour toi, James. » Chris s'assit sur le canapé en cuir coûteux et tapota la place à côté de lui. « Marie, ma chérie, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec ton oncle Chris? On peut jouer avec ta nouvelle poupée ensemble. » Marie secoua la tête et se rapprocha encore plus de son père. Quelque chose chez Chris lui donnait la chair de poule, comme quand elle voyait des araignées dans le jardin. « Elle est juste timide, » dit Clara rapidement. « Elle s'habituera à toi bientôt. » Mais James remarqua que les mains de Marie tremblaient légèrement en tenant sa poupée. La peur de sa fille le rendit encore plus méfiant. « Qu'est-ce que tu proposes exactement, Chris ?» demanda James directement. Chris se pencha en avant, les coudes sur les genoux, essayant de paraître sérieux et attentionné. « Eh bien, je pensais, et si je t'aidais à gérer l'entreprise pendant un temps? Juste temporairement, bien sûr. Tu pourrais prendre du temps pour guérir et être avec Marie. Je sais à quel point tu as eu du mal depuis la mort de Rachel. Tu veux diriger mon entreprise? » La voix de James était tranchante. « Pas de façon permanente. » Chris rit et leva les mains. « Juste jusqu'à ce que tu sois prêt à reprendre le contrôle total. Pense Y. Tu pourrais passer du vrai temps avec Marie. Peut-être l'emmener en vacances, l'aider à surmonter la perte de sa mère. Pendant ce temps, je m'assurerai que l'entreprise continue de fonctionner sans problème. » Clara intervint à nouveau. « Ça me semble une idée merveilleuse. Marie a besoin de son père en ce moment, plus que l'entreprise n'a besoin de toi. » James baissa les yeux sur sa fille, qui le regardait avec ses grands yeux bruns qui ressemblaient tellement à ceux de Rachel. Elle avait besoin de lui. Pendant des mois, il avait été trop plongé dans le travail et le deuil pour être le père qu'elle méritait. Mais quelque chose semblait faux dans toute cette conversation. « J'apprécie l'offre, Chris, mais je ne suis pas prêt à prendre ce genre de décision pour le moment. » Le sourire de Chris vacilla pendant une fraction de seconde, si vite que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais James le vit, et cela n'avait rien d'un sourire de frère aimant. Cela semblait avide et impatient. « bien sûr, dit Chris, sa fausse chaleur revenant. « Je ne veux pas te mettre la pression, mais peut-être qu'on pourrait commencer petit. Je pourrais juste aider avec certaines opérations quotidiennes. Gérer des réunions, examiner des contrats, ce genre de choses. En fait, dit Clara, j'ai une idée. Et si nous dînions tous ensemble ce soir? Juste en famille. On pourrait parler davantage de comment faciliter les choses pour tout le monde. » Marie tira sur la chemise de James et murmura. « Papa, je ne veux pas dîner avec eux. Pouvons-nous manger à l'étage comme hier soir? » James entendit la peur dans la petite voix de sa fille, et cela rendit sa décision facile. « En fait, Chris, je pense que Marie et moi avons besoin d'un peu de temps tranquille ensemble aujourd'hui.
Peut-être qu'on pourra parler des affaires une autre fois. Le visage de Chris se crispa pendant un instant avant que le faux sourire ne revienne. Bien sûr, grand frère, mais ne tarde pas trop à prendre une décision. Le monde des affaires va vite, et les opportunités n'attendent personne. Il y avait quelque chose de menaçant dans la manière dont Chris prononça ces mots, même si sa voix restait douce. Marie et moi irons bien, dit James fermement. Clara, pourrais-tu raccompagner Chris, s'il te plaît? Marie et moi avons des choses à faire aujourd'hui. La bouche de Clara s'ouvrit comme si elle voulait protester, mais la voix de James avait un ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, fort et définitif, comme s'il ne changerait pas d'avis quoi qu'elle dise. Bien sûr, chérie, dit-elle à travers ses dents serrées. Alors que Chris ramassait son manteau coûteux, il se pencha une dernière fois vers Marie. Garde cette poupée en sécurité, petite princesse. Et souviens-toi, l'oncle Chris est toujours là si tu as besoin de quelque chose. Marie se pressa contre la jambe de son père et hocha la tête sans parler. Après que Chris et Clara furent partis vers la porte d'entrée, James s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de Marie. Marie, je veux que tu me dises la vérité. Comment l'oncle Chris t'a-t-il fait sentir? Marie regarda vers la porte d'entrée pour s'assurer que Chris était vraiment parti, puis murmura. Il m'a fait peur, papa. Son sourire semblait méchant, comme celui de Clara quand elle fait semblant d'être gentille. James sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Sa fille de 7 ans voyait à travers la comédie de Chris mieux que la plupart des adultes. Tu as un très bon instinct, ma chérie. Je suis fière de toi pour m'avoir dit la vérité. Est-ce qu'on va vraiment dîner avec lui ce soir? Non, nous n'allons pas. En fait, je pense que toi et moi devons avoir une conversation très importante à propos de certaines choses. Mais d'abord, je dois passer un coup de téléphone à quelqu'un qui peut nous aider. James alla dans son bureau et ferma la porte. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Gabriel Reynolds à l'appareil. Gabriel, c'est James Anderson. J'ai besoin de te voir aujourd'hui. C'est urgent. Gabriel Reynolds était l'avocat de la famille Anderson depuis 15 ans. Il était intelligent, honnête et l'une des rares personnes en qui James avait totalement confiance. Que se passe-t-il, James? Tu as l'air inquiet. Je pense que mon frère et la tante de ma belle-fille complotent quelque chose concernant Marie et mon entreprise. Peux-tu venir à la maison cet après-midi? Je serai là dans 2 heures. James, si tu suspectes une fraude ou des menaces contre Marie, il faudra peut-être impliquer les forces de l'ordre. C'est exactement ce que je pensais. Connais-tu toujours le détective Henri Dalton? Très bien. Dois-je lui demander de venir avec moi? Oui. Et Gabriel, passe par la porte de derrière. Je ne veux pas que Clara sache que nous nous rencontrons. Après avoir raccroché, James resta silencieux un moment, réfléchissant. La lettre de Rachel était toujours dans la poche de sa veste. Il la sortit et relut ces mots. Regarde profondément dans les yeux de Marie, et tu verras la vérité de ce qui se passe vraiment. Marie avait immédiatement vu la vérité à propos de Chris. Elle avait aussi essayé de lui dire la vérité à propos de Clara pendant des mois. Mais il avait été trop perdu dans son deuil pour écouter. Eh bien, il écoutait maintenant, et il allait s'assurer que sa fille soit en sécurité, quoi qu'il en coûte. James retourna chercher Marie, qui était assise par terre dans le salon avec sa nouvelle poupée. Mais au lieu de jouer joyeusement comme la plupart des enfants, elle la fixait avec une expression inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Papa, pourquoi l'oncle Chris m'a-t-il donné cette poupée? Je ne l'ai jamais rencontrée avant, et il ne sait pas quel jouet j'aime. » James s'assit par terre à côté d'elle. Une fois de plus, la sagesse de sa fille l'étonnait. « Tu as tout à fait raison de te poser la question, Marie. Parfois, les adultes offrent des cadeaux pour des raisons qui ne sont pas très gentilles. Comme quand Clara me donne plus de corvées, mais dit que c'est pour m'aider à devenir responsable. » Exactement comme ça. James regarda la poupée plus attentivement. Elle était coûteuse et belle, mais quelque chose semblait faux, comme si c'était un outil plutôt qu'un vrai cadeau. « Marie, je veux que tu mettes cette poupée dans ta chambre pour le moment. Nous avons des choses importantes à discuter, et plus tard aujourd'hui, des amis à moi viendront nous rendre visite. Ce sont des gens bien qui veulent nous aider à te garder en sécurité. » Marie hocha la tête sérieusement. « Est-ce que Clara et l'oncle Chris sont les méchantes personnes, papa? » James prit une profonde inspiration. «
Sa petite fille lui demandait de lui dire la vérité, et elle ne méritait rien de moins. Je pense qu'il pourrait l'être, ma chérie, mais les bonnes personnes vont nous aider à comprendre exactement ce qui se passe. Et quoi qu'il arrive, je te promets que tu seras toujours en sécurité avec moi. Alors que Marie montait avec sa poupée, James regarda par la fenêtre et vit Clara dans le jardin, parlant à nouveau au téléphone. Elle marchait rapidement d'avant en arrière, agitant sa main libre comme si elle était contrariée par quelque chose. James avait le sentiment que Clara appelait Chris et que leur conversation ne serait pas agréable. Mais qu'ils parlent et complotent autant qu'ils veulent. James faisait ses propres plans maintenant. Et contrairement aux plans de Chris et Clara, les siens étaient conçus pour protéger la personne qu'il aimait le plus au monde. Dans 2 heures, Gabriel et le détective Dalton arriveraient, et alors commencerait la véritable bataille pour la sécurité de Marie. James passa l'heure suivante à aider Marie à assembler un puzzle dans le salon. C'était une image d'un beau jardin avec des papillons et des fleurs. Le genre de scène paisible qu'il voulait pour la vie de sa fille. Pendant qu'ils travaillaient ensemble, Marie semblait plus détendue et heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des mois. « Papa, ce papillon ressemble à la robe jaune que maman portait à l'église, » dit Marie, pointant une pièce jaune vif. « Tu as raison. Ça y ressemble. Ta maman aimait cette robe parce qu'elle disait qu'elle la faisait se sentir comme un rayon de soleil. » Marie sourit et plaça la pièce parfaitement. « Je veux être comme un rayon de soleil, moi aussi. Tu le es déjà, ma chérie. Tu es le rayon de soleil le plus brillant de tout mon monde. » À 2 heures précises, James entendit un léger coup à la porte de derrière. Il regarda par la fenêtre de la cuisine et vit 2 hommes debout là. Gabriel Reynolds, un homme grand aux cheveux gris et aux yeux gentils, et le détective Henry Dalton, un homme robuste avec un visage sérieux mais digne de confiance. « Marie, j'ai besoin que tu montes dans ta chambre et que tu joues tranquillement pendant un moment. Les amis dont je t'ai parlé sont là, et nous devons discuter de choses de grandes personnes. » « Ce sont les bonnes personnes qui vont nous aider ? » « Oui, c'est eux. Mais souviens-toi, ne dis pas à Clara qu'ils sont là, d'accord ? » Marie hocha la tête et serra son père dans ses bras avant de monter à l'étage avec ses pièces de puzzle. James ouvrit discrètement la porte de derrière et fit entrer les 2 hommes dans la cuisine. « Merci à vous 2 d'être venus si vite, » murmura James. Gabriel lui serra la main fermement. « James, tu avais l'air vraiment inquiet au téléphone. Que se passe-t-il ? » « Je pense que mon frère Chris et la tante de ma belle-fille, Clara, complotent ensemble pour voler mon entreprise et faire du mal à Marie. Hier, j'ai trouvé Clara en train de forcer Marie à récurer les sols jusqu'à ce que ses mains saignent. Et aujourd'hui, Chris est arrivé avec une histoire comme quoi il voulait aider à gérer mon entreprise temporairement. » Le détective Dalton sortit un petit carnet. « Raconte-moi exactement ce que tu as vu hier. » James décrivit avoir trouvé Marie à genoux dans l'eau sale, ses mains coupées et saignantes à force de frotter si fort. Il leur parla de la fausse douceur de Clara quand il était là et de la peur de Marie chaque fois que le nom de Clara était mentionné. « Et ce matin, » continua James, « Chris est venu avec un cadeau pour Marie, mais elle a eu peur de lui immédiatement. Elle a dit que son sourire semblait méchant, comme celui de Clara quand elle fait semblant d'être gentille. » Gabriel fronça les sourcils profondément. « James, ce que Chris a décrit ressemble à une volonté de te faire signer des documents lui donnant le contrôle opérationnel de ton entreprise. C'est extrêmement dangereux. Que veux-tu dire ? S'il obtient l'autorité légale pour diriger l'entreprise, même temporairement, il pourrait prendre des décisions très difficiles à annuler. Il pourrait contracter des prêts contre l'entreprise, vendre des actifs importants ou modifier la structure de propriété. » Le détective Dalton leva les yeux de ses notes. « Et s'il menace l'enfant, c'est de la maltraitance criminelle. As-tu vu des preuves physiques de la maltraitance en dehors de ce qui s'est passé hier ? Marie m'a dit que Clara casse ses jouets, ne la laisse pas manger de déjeuner parfois et la fait nettoyer la maison tous les jours pendant que je suis au travail. Elle a aussi dit que Clara lui dit qu'elle est sans valeur et paresseuse, comme sa mère l'était. » Les visages des 2 hommes devinrent très sérieux. « James, » dit Gabriel doucement, « nous devons obtenir des preuves de ce qui se passe maintenant. C'est ta parole contre la leur, et Clara pourrait prétendre que Marie invente des histoires. » Quel genre de preuves ? Le détective Dalton se pencha en avant. « Nous devons les prendre sur le fait. Soit des enregistrements vidéo ou audio de Clara maltraitant Marie, soit des documents prouvant que Chris essaie de te frauder.
Comment pouvons-nous faire cela sans mettre Marie plus en danger? Nous pouvons installer un petit dispositif d'enregistrement dans les principales zones de vie, expliqua le détective Dalton. Il est activé par la voix, donc il n'enregistrera que lorsque les gens parlent. Gabriel hocha la tête. Et pour le côté affaires, si Chris t'apporte des documents à signer, ne signe rien. Au lieu de cela, prends des photos des documents et envoie-les-moi immédiatement. Je pourrais te dire s'ils sont frauduleux. James sentit un soulagement l'envahir. Enfin, il avait des gens de son côté qui savaient comment contre-attaquer. Il y a une chose de plus, dit-il. Clara agit bizarrement aujourd'hui, passant des coups de fil et faisant les 100 pas. Je pense qu'elle et Chris planifient leur prochain coup. C'est en fait une bonne nouvelle, dit le détective Dalton. S'ils se sentent sous pression, ils pourraient faire des erreurs ou agir trop vite. Les gens désespérés révèlent souvent leurs véritables intentions. À ce moment-là, ils entendirent la porte d'entrée claquer. La voix de Clara résonna dans la maison. « James, où es-tu ? Nous devons parler. » Les 3 hommes se regardèrent avec alarme. La voix de Clara semblait en colère et urgente, très différente de sa fausse douceur habituelle. « Je dois y aller, » murmura James. « Pouvez-vous installer le dispositif d'enregistrement maintenant ? » Le détective Dalton sortit rapidement un petit objet noir de sa poche. Il n'était pas plus grand qu'une pièce de monnaie. « Mets ça derrière le cadre photo sur le mur de ton salon. Il enregistrera tout ce qui est dit dans cette pièce. » Gabriel tendit à James une carte de visite avec son numéro de téléphone personnel écrit au dos. « Si Chris t'apporte des documents ou si quelque chose d'autre t'inquiète, appelle-moi immédiatement. Jour ou nuit. James ?» La voix de Clara devenait plus forte et plus impatiente. « Où te caches-tu ? Elle arrive vers la cuisine, » dit James avec urgence. Le détective Dalton et Gabriel sortirent rapidement par la porte de derrière, mais pas avant que le détective Dalton ne glisse le petit dispositif d'enregistrement dans la main de James. « Cache ça derrière le grand tableau dans ton salon, » murmura-t-il. « Et souviens-toi, fais comme si de rien n'était. Ne les laisse pas savoir que tu suspectes quoi que ce soit. » James ferma la porte de derrière juste au moment où Clara entrait dans la cuisine. Son visage était rouge de colère, et ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre à force de passer ses mains dedans. « James, nous avons un sérieux problème, » dit Clara, sa voix tendue par une fureur à peine contrôlée. « Je viens de parler à Chris au téléphone, et il est très inquiet à propos de ton comportement aujourd'hui. » James se força à rester calme, se souvenant des mots du détective Dalton sur le fait d'agir normalement. « Que veux-tu dire ? Je pensais que tout s'était bien passé quand il est venu. Ne fais pas l'idiot avec moi. » Clara s'approcha, ses yeux se plissant. « Chris a dit que tu semblais méfiant et hostile. Il a dit que tu posais trop de questions sur sa proposition d'affaires. » James haussa les épaules, essayant de paraître nonchalant. « Je pose toujours des questions sur les affaires. C'est comme ça que j'ai construit une entreprise prospère. Eh bien, tes questions ont fait penser à Chris que tu ne fais pas confiance à ta propre famille, et après tout ce que nous avons fait pour t'aider depuis la mort de Rachel. » La voix de Clara prit ce ton familier d'innocence blessée que James reconnaissait maintenant comme de la manipulation. « J'apprécie tout ce que vous avez fait, » dit James prudemment. « Mais j'ai besoin de comprendre tout arrangement commercial avant de m'engager. » Le masque de Clara glissa un instant, et James vit un calcul pur dans ses yeux. « Chris revient demain soir pour le dîner. Il apportera les documents pour le transfert de gestion, et il s'attend à ce que tu les signes à ce moment-là. » Transfert de gestion. James garda une voix neutre, bien que son cœur battait à tout rompre. « L'arrangement temporaire dont nous avons discuté. Tu es tellement dépassé depuis la mort de Rachel, et l'entreprise en souffre. Chris veut juste aider à stabiliser les choses pendant que tu te concentres sur ta guérison. » James hocha lentement la tête, gagnant du temps pendant que son esprit s'emballait. C'était exactement ce dont Gabriel l'avait averti. Il poussait pour obtenir le contrôle opérationnel, et il le voulait vite. « Ça semble raisonnable, » dit-il, détestant la facilité avec laquelle le mensonge sortait. « Je regarderai les documents demain soir. » L'expression de Clara se détendit légèrement. « Bien. Et James, je pense qu'il serait mieux que Marie dîne dans sa chambre demain. Ce sont des affaires de grandes personnes, et les enfants ne devraient pas être impliqués dans des discussions financières compliquées. » Cette demande glaça James.
Clara voulait isoler Marie et la tenir à l'écart quand Chris viendrait avec les documents. Bien sûr, acquiesça James tout en planifiant mentalement exactement le contraire. Marie serait en sécurité à l'étage, mais le dispositif d'enregistrement capturerait chaque mot de leur conversation. Clara étudia son visage un long moment, comme si elle essayait de détecter un soupçon de tromperie. Finalement, elle hocha la tête. « Je suis contente que tu sois raisonnable à ce sujet, pour le bien de tous. » Après que Clara eut quitté la cuisine, James attendit plusieurs minutes avant de se diriger discrètement vers le salon. La voie était libre. Clara était montée, probablement pour rappeler Chris avec la nouvelle que James coopérait. Travaillant rapidement, James souleva la grande photo encadrée de lui et Rachel sur le manteau de la cheminée et plaça soigneusement le petit dispositif d'enregistrement du détective Dalton derrière, comme indiqué. L'appareil était si petit et sombre qu'il disparaissait complètement contre l'arrière du cadre. En raccrochant le tableau, James ressentit une étrange sensation de pouvoir. Demain soir, quand Chris et Clara penseraient l'avoir piégé, ils marcheraient en réalité dans son piège. « Papa !» La voix de Marie venait des escaliers. « Est-ce que je peux descendre maintenant ?»« Bien sûr, ma chérie. Viens ici. » Marie descendit en courant et le serra fort. Est-ce que Clara était fâchée à propos de quelque chose? Sa voix semblait effrayante. James regarda dans les yeux inquiets de sa fille et prit une décision. Elle méritait de savoir ce qui se passait, dans des termes qu'elle pouvait comprendre. « Marie, tu te souviens quand nous avons parlé des méchantes personnes tout à l'heure? Eh bien, demain soir, l'oncle Chris vient dîner, et je pense que lui et Clara vont essayer de me tromper pour me prendre quelque chose qui ne leur appartient pas. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent, comme quand Clara a pris mon argent d'anniversaire et a dit qu'elle le gardait en sécurité pour moi. James sentit la colère monter en lui. Il n'était pas au courant de l'argent d'anniversaire. Exactement comme ça. Mais cette fois, je suis prêt pour leur tour. Des gens très intelligents m'aident, et nous allons nous assurer que Clara et l'oncle Chris ne puissent plus te faire de mal ou prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que la police va venir? Peut-être, mais seulement pour nous aider, jamais pour nous faire du mal. Et quoi qu'il arrive demain soir, tu seras en sécurité dans ta chambre. Je te le promets. Marie hocha la tête solennellement. Papa, je suis contente que tu ne les laisses plus te tromper. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Ce soir-là, alors que James bordait Marie dans son lit, il lui tint la main un peu plus longtemps que d'habitude. Demain changerait tout. Soit il exposerait Clara et Chris avec succès, soit il trouverait un moyen de compléter leur plan. Dans tous les cas, il n'y aurait plus de faux-semblants, plus d'efforts pour maintenir la paix pendant que sa fille souffrait. « Papa », dit Marie d'une voix ensommeillée. « Vas-tu chanter la chanson de maman ?» La gorge de James se serra. Il n'avait pas chanté la berceuse de Rachel depuis les funérailles. Mais en regardant le visage plein d'espoir de Marie, il réalisa qu'éviter la chanson ne la protégeait pas du chagrin. Cela la privait de réconfort. Il commença à chanter doucement, sa voix rauque au début, mais devenant plus assurée à chaque mot. Alors que la mélodie familière emplissait la pièce, James sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois depuis la mort de Rachel, il ne survivait pas simplement chaque jour. Il luttait activement pour construire la vie qu'elle aurait voulu pour leur fille. Quand la chanson se termina, Marie souriait paisiblement. « Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Fais de beaux rêves. » En éteignant la lumière et en se dirigeant vers sa propre chambre, James pensa au dispositif d'enregistrement attendant silencieusement dans le cadre du tableau du salon. Demain soir, Clara et Chris révéleraient enfin leurs véritables intentions, sans savoir que chaque mot serait capturé comme preuve. Mais d'abord, il avait des préparatifs à faire. Gabriel lui avait dit de photographier tous les documents que Chris apporterait, et le détective Dalton avait promis d'être prêt avec une ordonnance de protection s'ils obtenaient les preuves nécessaires. James resta allongé dans son lit, regardant le plafond, planifiant chaque détail du lendemain soir. Pendant des mois, il avait été passif, laissant Clara contrôler son foyer pendant qu'il se cachait dans son chagrin. Mais c'était fini. Demain, il commencerait à se battre. Le lendemain matin, James se réveilla tôt et prépara le petit déjeuner pour Marie, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Alors qu'ils mangeaient des pancakes ensemble à la table de la cuisine,
Il remarqua à quel point elle semblait surprise et heureuse de cet acte simple de normalité. « Papa, ça a le goût des pancakes que maman faisait, » dit Marie, du sirop coulant sur son menton. « C'est parce que j'utilise sa recette. Je l'ai trouvée dans son livre de cuisine hier soir. » Clara apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillée et parfaitement composée malgré la colère de la veille. « Comme c'est familial, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'espère que tu ne comptes pas en faire une habitude, James. Marie doit apprendre à être autonome. Les enfants de 7 ans ont besoin que leurs parents prennent soin d'eux, » répondit James calmement, sans quitter Marie des yeux. Le sourire de Clara se crispa. « Bien sûr, je voulais juste dire que trop d'attention peut rendre les enfants dépendants. » James sentit Marie se tendre à côté de lui. Même sa fille pouvait entendre la menace sous les mots doux de Clara. « Marie va très bien, » dit James fermement. « N'est-ce pas, ma chérie ?» Marie hocha la tête, mais James remarqua qu'elle avait cessé de manger et serrait sa fourchette fort. « Eh bien, » continua Clara, se dirigeant pour se verser du café. « J'espère que vous êtes tous les deux prêts pour ce soir. Chris sera là à 18h précise, et il est très enthousiaste à l'idée de finaliser les arrangements professionnels. J'ai hâte d'examiner sa proposition, » dit James. Le mensonge venait plus facilement maintenant. « Examiner. » La main de Clara s'arrêta au-dessus de la cafetière. « James, nous en avons discuté hier. Chris a mis beaucoup de travail pour t'aider, et il mérite une réponse franche. Tout bon homme d'affaires examine les contrats avant de les signer. » Clara posa la cafetière avec plus de force que nécessaire. « Ce n'est pas une simple transaction commerciale, James. C'est la famille qui aide la famille. Le fait que tu traites Chris comme un étranger est troublant. » James soutint son regard calmement. « Je traite toutes les affaires professionnelles de manière professionnelle. C'est ainsi que je protège ce que Rachel et moi avons construit ensemble. » À la mention du nom de Rachel, quelque chose passa sur le visage de Clara. De l'agacement, peut-être, ou du calcul. James enregistra cette réaction pour plus tard. « Bien sûr, » dit Clara doucement. « Je suis sûre que Rachel voudrait que tu prennes des décisions intelligentes. » Après que Clara eut quitté la cuisine, Marie regarda James avec des yeux inquiets. « Papa, Clara n'aime pas quand tu parles de maman. »« J'ai remarqué ça aussi, ma chérie. Pourquoi penses-tu que c'est le cas ?» Marie réfléchit sérieusement. « Peut-être parce que maman était gentille avec moi et que Clara n'aime pas quand les gens sont gentils avec moi. » James sentit son cœur se briser un peu face à l'analyse factuelle de sa fille sur sa propre maltraitance. « Tu es très intelligente, Marie, et tu as raison. Ta maman t'aimait énormément, et elle ne voudrait jamais que quelqu'un soit méchant avec toi. Est-ce pour ça que tu ne vas pas signer les documents de l'oncle Chris ?» James regarda sa fille avec étonnement. Malgré son jeune âge, elle comprenait exactement ce qui était en jeu. « C'est exactement pour ça. Et ce soir, quand l'oncle Chris viendra, je veux que tu restes dans ta chambre et que tu joues tranquillement, comme Clara l'a suggéré. Peux-tu faire ça pour moi ? Est-ce que tu seras au quai en bas tout seul avec lui ? » James serra doucement la main de Marie. « Je ne serai pas tout seul. Souviens-toi, il y a des bonnes personnes qui nous aident maintenant. » Marie hocha la tête solennellement. « Les amis qui sont venus hier. C'est ça. Tout va bien se passer. Je te le promets. » Vers midi, le téléphone de James vibra avec un texto de Gabriel. « Comment vas-tu ? Souviens-toi, prends des photos de tous les documents et ne signe rien, peu importe la pression qu'ils exercent sur toi. » James répondit, « Prêt. Le dispositif d'enregistrement est en place. » « Bien. Henri et moi serons à proximité ce soir. Si les choses tournent mal, appelle immédiatement. » L'après-midi passa lentement. James essaya de travailler dans son bureau à domicile, mais se trouva distrait, vérifiant et revérifiant son téléphone pour s'assurer qu'il était chargé et prêt à photographier des documents. Chaque bruit dans la maison le faisait lever les yeux, se demandant si Chris était arrivé tôt. À 17h, Marie apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau. « Papa, Clara m'a dit de me préparer pour mon dîner dans ma chambre. Elle m'a fait un sandwich, mais c'est juste du pain avec un tout petit morceau de fromage. » James sentit la colère monter en lui. Même maintenant, Clara utilisait la nourriture comme une arme pour punir Marie. « Viens, ma chérie. Allons te chercher un vrai dîner avant que tu montes. »
Dans la cuisine, James prépara un repas convenable pour Marie. Des tranches de pommes, des crackers avec du beurre de cacahuète, un verre de lait et quelques biscuits qu'ils avaient fait ensemble la semaine précédente. Alors qu'ils mettaient tout dans un panier, Clara apparut. « James, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai déjà donné son dîner. »« Je m'assure que ma fille ait assez à manger, » répondit James sans lever les yeux. « Elle n'a pas besoin de tout ça. Trop de nourriture la rendra malade. » James regarda enfin Clara, et pour la première fois, il ne chercha pas à cacher sa colère. « Clara, Marie est une enfant en croissance. Elle a besoin d'une alimentation adéquate. » Le visage de Clara s'empourpra. « Je m'occupe des enfants depuis plus longtemps que tu ne le penses, James. Je sais ce dont ils ont besoin. »« Vraiment ?» La voix de James était mortellement calme, parce que ce que j'ai observé suggère le contraire. La cuisine devint silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge murale. Clara fixa James avec une hostilité non dissimulée, toute prétention de douceur disparue. « Nous en discuterons plus tard, » dit-elle enfin. « Oui, » acquiesça James. « Nous le ferons certainement. » Alors que Clara sortait de la cuisine en trombe, Marie tira sur la manche de James. « Papa, elle avait l'air vraiment fâchée. »« Je sais, ma chérie, mais parfois, il faut mettre les gens en colère quand on protège ceux qu'on aime. » James porta le panier à l'étage et aida Marie à installer un coin dîner confortable dans sa chambre, avec ses peluches préférées disposées autour d'elle comme des invités. « Maintenant, souviens-toi, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Reste ici, peu importe ce que tu entends en bas, d'accord ? Même si les voix deviennent fortes, continue à jouer tranquillement. Et si j'ai peur ?» James sortit un petit talkie-walkie de sa poche, l'un d'une paire qu'il avait trouvé dans la boîte à jouets de Marie. « Si tu as peur, tu appuies sur ce bouton et tu me parles. J'aurai l'autre dans ma poche. » Le visage de Marie s'illumina. « Comme des agents secrets. » « Exactement comme des agents secrets. Tu es ma partenaire, et les partenaires veillent toujours l'un sur l'autre. » À 18 heures précises, la sonnette retentit. James entendit les talons de Clara cliqueter dans le vestibule alors qu'elle allait ouvrir. « Chris, pile à l'heure. Entre, entre. » James vérifia son téléphone une dernière fois, s'assura que le talkie-walkie était bien dans sa poche et prit une profonde inspiration. Derrière le cadre du tableau sur le manteau du salon, le petit dispositif d'enregistrement attendait de capturer chaque mot. Il était temps de découvrir exactement ce que son frère et Clara avaient prévu. James entra dans le salon juste au moment où Chris arrivait, portant une mallette en cuir élégante et arborant son sourire le plus charmant. Il était vêtu d'un costume coûteux que James reconnut, le même que Chris portait pour les réunions d'affaires importantes quand il voulait projeter une image de succès. « James, tu as l'air beaucoup mieux qu'hier. J'espère que tu as eu le temps de réfléchir à notre conversation. »« Oui, » répondit James de manière neutre, désignant le canapé. « Assieds-toi, je t'en prie. » Clara entra précipitamment derrière eux, son hostilité précédente remplacée par une chaleur feinte. « J'ai préparé le rôti préféré de Chris pour le dîner. N'est-ce pas merveilleux ?» James remarqua que Clara se plaçait entre lui et la porte, tandis que Chris s'asseyait directement en face du cadre où le dispositif d'enregistrement attendait silencieusement. « Avant de manger, » dit Chris, posant sa mallette sur la table basse avec un léger bruit. « J'aimerais te montrer ce que j'ai préparé. Plus vite nous réglerons le côté affaires, plus vite tu pourras te concentrer sur ce qui compte vraiment, guérir et t'occuper de Marie. » À la mention du nom de Marie, Chris et Clara jetèrent un coup d'œil vers les escaliers, comme pour s'assurer qu'elle n'écoutait pas. « Où est la petite princesse ce soir ?» demanda Chris avec ce même sourire que Marie avait dit sembler méchant. « Elle dîne dans sa chambre, » répondit Clara rapidement. « J'ai pensé qu'il valait mieux la tenir à l'écart des discussions ennuyeuses des adultes. » Chris hocha la tête avec approbation. « Bonne idée. Les enfants ne devraient pas être accablés par des affaires familiales complexes. » James sentit sa mâchoire se crisper au mot famille, mais il garda une expression neutre. « Que as-tu exactement en tête, Chris ?» Chris ouvrit sa mallette et en sortit une épaisse pile de documents reliés en couverture bleue légale. « J'ai travaillé avec d'excellents avocats pour créer une structure de gestion complète. Cela me permettra de gérer toutes les opérations quotidiennes d'Anderson Technologies pendant que tu prends le temps dont tu as besoin pour récupérer. » Il étala les documents sur la table basse comme un croupier distribuant des cartes.
James pouvait voir plusieurs sections marquées de languettes colorées et des pages remplies de terminologie juridique. La beauté de cet arrangement, continua Chris, sa voix prenant le ton fluide d'un vendeur expérimenté, est qu'il te protège de tout le stress et de la prise de décision tout en garantissant que l'entreprise continue de prospérer. Tu resteras bien sur le propriétaire, mais je m'occuperai de tous les tracas opérationnels. Clara se pencha en avant avec enthousiasme. Ça ne semble pas parfait, James ? Tu peux te concentrer sur Marie et ton travail de deuil pendant que Chris s'occupe de tout le reste. James prit le premier document et fit semblant de le lire tout en notant mentalement sa structure pour pouvoir le photographier correctement plus tard. C'est assez complet. Combien de temps cet arrangement durerait-il ? Eh bien, c'est la partie flexible, dit Chris, ses yeux s'illuminant. Initialement, nous pensons à 12 mois, mais il y a des clauses pour prolonger si tu as besoin de plus de temps pour guérir. Certaines personnes ont besoin d'années pour se remettre du genre de perte que tu as vécu. Des années ? James leva les yeux brusquement. Oh, oui, intervint Clara, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. Le deuil est un processus si compliqué. Et avec Marie encore si jeune et traumatisée par la perte de sa mère, tu devras te consacrer entièrement à ses besoins émotionnels. James sentit sa peau se hérisser face à la manière dont Clara parlait du traumatisme de Marie, tout en étant la source de nouveaux traumatismes chaque jour. Quel pouvoir spécifique cet accord de gestion te donnerait-il ? Demanda James directement à Chris. Le sourire de Chris s'élargit. Une autorité opérationnelle complète. Je pourrais prendre des décisions d'embauche et de licenciement, approuver des dépenses, négocier des contrats, gérer les investissements, en gros tout ce que tu fais normalement. L'objectif est de retirer tout le stress lié aux affaires de ta vie. Et quelle rémunération recevrais-tu pour assumer toutes ces responsabilités ? Juste des honoraires de gestion modestes, 3% des revenus bruts. À peine assez pour couvrir mes frais. Vraiment, je fais ça par amour pour toi et Marie, pas pour le profit. James faillit rire face au mensonge. Anderson Technologies avait des revenus bruts annuels de plus de 50 millions de dollars. 3% rapporterait à Chris plus d'1,5 million par an. Et ce n'était que le début. Il y a une chose de plus, dit Chris, sortant un document séparé. Étant donné ton état émotionnel actuel, je pense qu'il serait sage d'établir une clause de supervision médicale. Qu'est-ce que cela signifie ? Clara se pencha à nouveau en avant, ses yeux brillants d'anticipation. Cela signifie que si tu as des épisodes liés à ton deuil, Chris aurait l'autorité de prendre des décisions dans ton meilleur intérêt. James sentit un froid glacial dans son estomac. Des épisodes ? Eh bien, dit Chris délicatement. Hier, tu semblais assez paranoïaque et méfiant. Tu posais des questions étranges et agissais comme si tu ne me faisais pas confiance. Ce genre de comportement peut être un signe que le deuil affecte ton jugement. Et si un professionnel de la santé mentale qualifié déterminait que ton deuil affectait tes capacités de prise de décision, ajouta Clara doucement. Chris pourrait intervenir temporairement pour protéger tes intérêts et l'avenir de Marie. James les fixa tous les deux, comprenant enfin toute l'ampleur de leur plan. Il n'essaie pas seulement de voler son entreprise. Il créait un cadre légal pour le déclarer mentalement incompétent s'il résistait. Qui ferait cette évaluation ? Demanda-t-il calmement. Chris sortit une carte de visite. J'ai déjà consulté le docteur Patricia Andry. C'est une conseillère en deuil spécialisée dans les cas où le traumatisme a causé un dysfonctionnement psychologique grave. Elle a accepté de fournir des évaluations continues. James regarda la carte. Le bureau du docteur Andry était dans le même bâtiment que la société d'investissement de Chris. La coïncidence n'était pas un hasard. C'est assez complet, dit James, sa voix soigneusement contrôlée. Vous avez pensé à tout. Nous voulons juste te protéger, dit Clara, tendant la main pour tapoter la sienne. Et Marie, bien sûr, cette pauvre enfant a traversé tant de choses. L'ironie de Clara prétendant vouloir protéger Marie alors qu'elle la maltraitait systématiquement était presque insupportable pour James. Mais il se força à rester calme et à continuer de collecter des preuves. J'ai besoin de comprendre le calendrier, dit James, prenant son téléphone comme pour vérifier son agenda, mais en réalité pour préparer la prise de photos des documents. Quand cet arrangement commencerait-il ? Ce soir, en fait, dit Chris, ses yeux s'illuminant de triomphe. Si tu signes les documents maintenant,
je peux commencer à gérer les choses dès demain matin. La transition sera fluide. Ce soir, ça semble terriblement rapide, James. Clara dit, sa voix prenant une légère pointe d'agacement. Tu luttes depuis des mois. Chaque jour que tu retardes est un jour de stress inutile et de mauvaises décisions commerciales. Chris hocha la tête gravement. Je déteste le dire, mais l'entreprise a déjà souffert de certains de tes choix récents. Le contrat Henderson, par exemple, tu as perdu un client majeur parce que tu n'étais pas pleinement présent pendant les négociations. Les yeux de James se plissèrent. Il avait géré le contrat Henderson parfaitement, et ils étaient toujours des clients satisfaits. Chris mentait, et il le faisait si facilement qu'il était clair qu'il avait répété cette conversation. Je devrais appeler Henderson demain pour confirmer. James, interrompit Chris, son charme vacillant légèrement. Tu fais exactement ce qui nous inquiète, Clara et moi. Tu te remets en question, tu t'attardes sur des détails qui n'ont pas d'importance. Ce genre de pensée obsessionnelle est exactement pourquoi tu as besoin de soutien en ce moment. Le talkie-walkie dans la poche de James grésilla doucement, et la petite voix de Marie murmura. « Papa, vas-tu bien ?» Ils ont l'air fâchés. James toussa pour couvrir le son et tapota sa poche pour baisser le volume. « Je vais bien, ma chérie, » murmura-t-il sous son souffle. « Que as-tu dit ?» demanda Clara, ses yeux s'aiguisant. « Rien. Juste un raclement de gorge. » James reporta son attention sur les documents, son esprit s'emballant. Il devait prendre des photos de ces documents et les envoyer à Gabriel. Mais Chris et Clara l'observaient comme des faucons. « Vous savez quoi ?» dit James, se levant soudainement. « Laissez-moi aller chercher du vin pour célébrer cette conversation importante. Je pense qu'un verre pourrait aider à détendre l'atmosphère. » Clara et Chris échangèrent un regard rapide, mais aucun des deux ne protesta. « Bien sûr, » dit Clara, son sourire revenant, mais plus crispé qu'auparavant. « Ce serait charmant. » James se dirigea vers la cuisine, son cœur battant à tout rompre. Il avait besoin d'une excuse pour sortir de la pièce et photographier les documents sans que Chris ou Clara ne le surveillent. Dans la cuisine, il ouvrit l'armoire à vin, mais au lieu de prendre une bouteille, il sortit son téléphone et envoya un message rapide à Gabriel. « Chris a apporté des documents. Il parle de contrôle opérationnel complet et d'une clause de supervision médicale pour me déclarer incompétent si je résiste. Je vais prendre des photos maintenant. » Il posa son téléphone sur le comptoir, attrapa une bouteille de vin rouge et 3 verres, puis retourna dans le salon. En posant les verres sur la table basse, il fit semblant de faire tomber un stylo de sa poche, qui roula sous la table près des documents de Chris. « Oups !» dit-il en se baissant pour le ramasser, positionnant subtilement son téléphone pour prendre plusieurs photos rapides des premières pages du document. Il s'assura de capturer les sections marquées avec les languettes colorées, espérant que cela suffirait à Gabriel pour identifier toute intention frauduleuse. En se relevant, James remarqua que Chris l'observait attentivement, mais il garda une expression neutre. « Alors, Chris, dit-il en versant le vin, explique-moi comment tu vois cette transition se dérouler pratiquement. Qui gérerait les réunions avec les investisseurs ?» Chris se détendit légèrement, pensant probablement que James se montrait coopératif. « Eh bien, je serai le visage principal pour les investisseurs, » expliqua-t-il, reprenant son ton de vendeur. « Mais ne t'inquiète pas, je te tiendrai informé des décisions majeures. L'objectif est de te libérer de la pression. » Clara sirota son vin, ses yeux passant de James à Chris. Elle semblait sentir que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. « James, tu sembles hésitant. Si tu as des inquiétudes, dis-les maintenant. Nous sommes une famille, après tout. » James prit une gorgée de vin pour gagner du temps. « Je veux juste m'assurer que tout est dans l'intérêt de Marie. Elle a traversé beaucoup de choses, et je ne veux pas que des changements soudains la perturbent davantage. »« Oh, absolument, » dit Chris, sa voix dégoulinante de fausse sincérité. « Marie est ma priorité aussi. En fait, j'ai pensé qu'on pourrait envisager un pensionnat pour elle à l'avenir. Un endroit où elle pourrait recevoir une attention spéciale, peut-être même une thérapie pour l'aider à surmonter son deuil. » James sentit son sang se glacer. L'idée de Chris d'envoyer Marie dans un pensionnat correspondait exactement à ce que Marie lui avait dit la veille au sujet des menaces de Clara de la jeter à la rue. Il voulait l'éloigner, la rendre invisible pour pouvoir prendre le contrôle total. « C'est une suggestion intéressante, »
dit James, forçant sa voix à rester calme. Mais Marie reste avec moi pour le moment. Elle a besoin de son père. Clara posa son verre de vin avec un léger cliquetis. James, parfois les enfants ont besoin de plus qu'un parent peut leur offrir. Un pensionnat pourrait lui donner une structure, une communauté. Marie a une communauté ici, dit James, son ton devenant plus ferme. Elle a moi, et c'est tout ce dont elle a besoin pour l'instant. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Chris rompit le silence avec un petit rire. Allons, James, pas besoin de s'énerver. Nous essayons juste d'aider. Pourquoi ne pas jeter un autre coup d'œil aux documents? Tu verras qu'ils sont très simples. James hocha la tête, prenant le premier document et le feuilletant lentement, comme s'il le lisait attentivement. En réalité, il utilisait ce moment pour aligner son téléphone et prendre quelques photos supplémentaires des pages intérieures. Chaque clic discret de l'appareil photo était un pas de plus vers la révélation de leur plan. « Je vais avoir besoin de temps pour examiner tout ça avec mon avocat », dit-il finalement, posant le document. Le sourire de Chris se figea. « Ton avocat ? James, ce n'est pas une négociation avec un concurrent. C'est un arrangement familial. Faire intervenir des avocats ne fait que compliquer les choses. Je ne signe jamais rien sans que Gabriel ne le vérifie, dit James, son regard fixé sur Chris. C'est une pratique commerciale standard. Clara se leva brusquement, son visage rougissant. James, c'est insultant. Tu agis comme si nous essayions de te tromper. James haussa les épaules, gardant son calme. Ce n'est pas personnel, Clara. C'est juste des affaires. Mais je te promets que je donnerai une réponse claire demain après avoir parlé à Gabriel. Chris échangea un regard avec Clara, et James vit un éclair de panique passer entre eux. Il ne s'attendait pas à ce qu'il insiste pour une revue légale. Bien, dit Chris, sa voix un peu trop forte. Mais ne tarde pas trop, James. Les opportunités comme celle-ci ne durent pas éternellement. Le talkie-walkie dans la poche de James grésilla à nouveau, et la voix de Marie murmura, à peine audible. « Papa, j'ai entendu Clara crier. Est-ce que tout va bien ?» James toussa à nouveau pour couvrir le son et répondit discrètement. « Tout va bien, ma chérie. Reste dans ta chambre. » Il se tourna vers Chris et Clara, qui semblaient ne rien avoir remarqué. « Pourquoi ne pas passer à table ?» dit-il, changeant de sujet. « Clara, ton rôti sent délicieusement bon. » Clara sembla momentanément déstabilisée par le changement de ton, mais elle hocha la tête. « Oui, bien sûr. Allons manger. » Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, James s'assura que le dispositif d'enregistrement dans le salon était toujours bien caché. Il savait que la conversation qu'il venait d'avoir, pleine d'insinuations et de pression, serait une preuve précieuse pour Gabriel et le détective Dalton. Pendant le dîner, Chris continua de parler de l'entreprise, lançant des idées sur de nouveaux investissements et des changements de personnel, tandis que Clara ajoutait des commentaires sur la façon dont ces changements permettraient à James de se concentrer sur Marie. James hochait la tête et faisait des réponses vagues, tout en gardant un œil sur son téléphone, qui vibrait doucement avec un nouveau message de Gabriel. Photo reçue. Clause très suspecte. Ne signe rien. Henri et moi serons là dans 1 heure avec un plan. James sentit un élan d'espoir. Gabriel avait vu les documents et confirmait que quelque chose n'allait pas. Maintenant, il devait juste tenir jusqu'à ce qu'ils arrivent. Pendant ce temps, il gardait la conversation légère, posant des questions anodines sur les projets de Chris et les plans de Clara pour la semaine, tout en s'assurant que Marie restait en sécurité à l'étage. Alors que le dîner touchait à sa fin, Chris repoussa son assiette et se pencha en avant, ses yeux fixés sur James. « Écoute, grand frère, je sais que tu traverses une période difficile, mais il est temps de prendre une décision. Signe les documents ce soir, et nous pourrons tous avancer. Si tu attends trop longtemps, les choses pourraient devenir compliquées. » James haussa un sourcil. « Compliqué comment ?» Clara intervint, sa voix douce mais avec une pointe de menace. « Nous voulons juste éviter tout malentendu. Les gens pourraient commencer à remettre en question ta capacité à diriger l'entreprise ou à t'occuper de Marie si tu continues à agir de manière si erratique. » James sentit la colère monter, mais il la contint. Il savait que chaque mot qu'il prononçait était enregistré, renforçant son dossier contre eux. « Je vais y réfléchir sérieusement ce soir, dit-il, sa voix ferme. Vous aurez ma réponse demain. »
Chris et Clara échangèrent un autre regard, et James pouvait voir qu'il n'était pas satisfait de sa réponse. Mais avant qu'ils ne puissent insister davantage, la sonnette retentit. Clara sursauta légèrement, et Chris fronça les sourcils. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-il. James haussa les épaules, se levant pour aller ouvrir la porte. « Pas vraiment, mais voyons qui c'est. » En ouvrant la porte d'entrée, James trouva Gabriel et le détective Dalton debout là, leurs expressions graves mais déterminées. Gabriel parla le premier, à voix basse. « James, nous avons examiné les photos des documents. Ils sont conçus pour te dépouiller de tout contrôle de l'entreprise et donner à Chris une procuration complète, y compris sur les décisions concernant Marie. » Le détective Dalton ajouta. « Nous avons aussi vérifié le docteur Patricia Andry. Elle a des liens financiers avec la société d'investissement de Chris. C'est une fraude évidente. Nous avons assez pour ouvrir une enquête officielle, mais nous devons agir rapidement. » James hocha la tête, son cœur battant à la fois de peur et de détermination. « Entrez, » murmura-t-il. Clara et Chris sont dans la salle à manger. Le dispositif d'enregistrement a capturé tout ce qu'ils ont dit ce soir. Alors que Gabriel et Dalton entraient discrètement, James les guida vers la cuisine pour éviter d'alerter Clara et Chris immédiatement. Gabriel sortit une tablette et montra à James des sections spécifiques des documents qu'il avait photographiés. « Regarde ici, » dit-il, pointant une clause. « Cela donne à Chris le pouvoir de vendre des actifs de l'entreprise sans ton approbation après seulement 6 mois. Et ceci, une autre section, permet à Chris de demander une évaluation psychiatrique si tu contestes ses décisions. » James serra les poings. « Et Marie ? Ont-ils mentionné quelque chose à son sujet dans les documents ?» Dalton hocha la tête sombrement. « Il y a une clause suggérant que si tu es jugé inapte, Chris pourrait devenir le tuteur temporaire de Marie, lui donnant l'autorité d'envoyer Marie dans n'importe quelle institution de son choix. » James sentit une rage froide l'envahir. Il voulait non seulement lui voler son entreprise, mais aussi arracher Marie de sa vie. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il. Le détective Dalton répondit. « Nous allons confronter Clara et Chris ce soir avec ce que nous savons. Le dispositif d'enregistrement devrait avoir capturé assez pour justifier une arrestation immédiate pour tentative de fraude et maltraitance d'enfants. Mais James, tu dois rester calme, peu importe ce qu'ils disent. Laisse-nous gérer la confrontation. » James acquiesça, bien que chaque fibre de son être voulait crier sur Clara et Chris pour ce qu'ils avaient fait à sa fille. « D'accord. Allons-y. » Ils retournèrent dans la salle à manger, où Clara et Chris discutaient à voix basse, leurs têtes rapprochées. Lorsqu'ils virent Gabriel et Dalton, leurs visages pâlirent. Clara se leva d'un bond. « James, qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils ici ?» Gabriel s'avança, sa voix calme mais autoritaire. « Je suis Gabriel Reynolds, l'avocat de James Anderson. Et voici le détective Henry Dalton. Nous sommes ici pour discuter de certaines irrégularités graves concernant vos récents agissements. » Chris rit nerveusement, se levant à son tour. « Irrégularité ? Allons, c'est ridicule. Nous sommes juste une famille essayant d'aider James à traverser une période difficile. » Le détective Dalton sortit un petit appareil de lecture et le posa sur la table. « Nous avons des enregistrements de vos conversations de ce soir, » dit-il, son ton dur. « Y compris vos tentatives de pression sur James pour qu'il signe des documents frauduleux et vos allusions à déclarer James incompétent mentalement pour prendre le contrôle de son entreprise. » Clara blêmit, et Chris serra la mâchoire. « Vous n'avez aucune preuve, » cracha-t-il. « C'est de la diffamation. »« Oh, nous avons des preuves, » dit Gabriel, tenant sa tablette. « Les documents que vous avez apportés ce soir contiennent des clauses frauduleuses, et nous avons des photos de chaque page. De plus, nous avons des preuves de maltraitance d'enfants contre Clara, basées sur le témoignage de Marie et les blessures physiques qu'elle a subies. » Clara recula, ses talons claquant sur le sol. « Ce sont des mensonges. Cet enfant est une menteuse, tout comme sa mère l'était. » James avança, sa voix tremblante de colère contenue. « Ne parle plus jamais de ma femme ou de ma fille comme ça. Tu as fait du mal à Marie pendant des mois, et tu pensais pouvoir t'en tirer. Pas cette fois. » Le détective Dalton sortit une paire de menottes. « Clara, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants et complicité de fraude. Chris,
Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude et conspiration. Chris tenta de s'enfuir vers la porte, mais Dalton fut plus rapide, le bloquant et lui passant les menottes. Vous faites une énorme erreur, cria Chris. Vous n'avez rien contre moi. Nous verrons cela au tribunal, dit Gabriel calmement. Mais pour l'instant, vous venez tous les deux avec nous. Alors que Dalton escortait Clara et Chris hors de la maison, James sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Il monta les escaliers en courant pour retrouver Marie, qui était assise sur son lit, tenant le talkie-walkie. « Papa, j'ai entendu des cris. Est-ce que tout va bien ?» James la prit dans ses bras, la serrant fort. « Tout va bien maintenant, ma chérie. Clara et l'oncle Chris ne pourront plus jamais te faire de mal. Je te le promets. » Marie enfouit son visage dans son épaule. « Est-ce que les bonnes personnes t'ont aidé ? » Oui, elles l'ont fait. Et maintenant, toi et moi allons commencer une nouvelle vie ensemble, juste nous deux. Le lendemain, Gabriel appela pour confirmer que les enregistrements et les photos des documents étaient plus que suffisants pour garantir des condamnations pour fraude et maltraitance d'enfants. Le détective Dalton avait également découvert des preuves supplémentaires liant le docteur Patricia Andry à la société d'investissement de Chris, renforçant le dossier contre eux. James passa la journée avec Marie, jouant dans le jardin et commençant à réparer les dégâts causés par les mois de cruauté de Clara. Il engagea une nouvelle nounou, une femme gentille et expérimentée nommée Madame Ellis, qui avait d'excellentes références et une véritable affection pour les enfants. Marie l'aima immédiatement. Ce soir-là, alors que James bordait Marie, elle lui tendit la poupée que Chris lui avait donnée. « Papa, je ne veux pas de cette poupée. Elle me rappelle l'oncle Chris, et il n'était pas gentil. » James hocha la tête, prenant la poupée. « Tu as raison, ma chérie. Nous n'avons pas besoin de choses qui nous rappellent les mauvaises personnes. Que dirais-tu si on la donnait à quelqu'un qui en profiterait vraiment ?» Marie sourit. « Ça me plairait. » Alors qu'il regardait les lumières de la ville scintiller par la fenêtre, James sentit la présence de Rachel à leur côté, comme si elle les regardait avec fierté. Il avait tenu sa promesse de protéger leur petite fille, et même si le chemin à venir serait difficile, il savait qu'ils le traverseraient ensemble. Le lendemain, James emmena Marie au cimetière où reposait Rachel. Ils déposèrent un bouquet de fleurs jaunes, les préférées de Rachel, sur sa tombe. Marie s'agenouilla et murmura « Maman, papa m'a protégée, comme tu le lui avais demandé. Je t'aime. » James posa une main sur l'épaule de Marie, les larmes coulant librement sur ses joues. « Merci, Rachel, » murmura-t-il. « Pour m'avoir rappelé comment être un père. » Alors qu'ils rentraient chez eux main dans la main, James savait que leur maison ne serait plus jamais une prison pour Marie. Ce serait un foyer rempli d'amour, de rire et de souvenirs de Rachel, qui vivrait à jamais dans leur cœur. Merci d'avoir lu cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres récits émouvants. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé et d'où vous nous lisez.